Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Bonjour à tous, eh bien, ça y est, nous sommes entrés dans le mois de décembre et ça va commencer bien puisque ce soir et demain sur le parking de Canal 10, juste derrière moi, ça va fêter et j'espère que vous serez là avec Keïssa bien sûr et avec toute l'équipe des animateurs et journalistes et présentateurs de Canal 10. Bonjour à tous, merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure le sénateur Dominique Théophile d'Isabim, comme Keïssa d'ailleurs. Ensuite, on parlera avec Winnie Kaouna, c'est une chanteuse qui vient présenter une série on peut dire d'émissions, une émission qui va s'appeler Mouna Begin, puisque c'est une série qui commence ce dimanche, première diffusion. Elle viendra nous expliquer un petit peu le concept et aussi ce qui va venir. Lisa Rodriguez eh bien, sera là, c'est la directrice de Canal 10, on ne pouvait pas ne pas l'inviter. Elle était avec Harold hier soir, elle sera avec nous tout à l'heure. Et puis à la fin, Gladys Greco, qui est écrivaine, elle a sorti un petit album pour les enfants de 3 ans, un petit peu plus, et on pourra parler avec cette dame. Voilà un petit peu pour nous aujourd'hui, ce vendredi, ouverture du week-end, le début des émissions. On va commencer avec Keïssa pour l'information et l'actualité. Oui, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, est arrivée comme prévu ce jeudi soir dans notre département pour se rendre compte des dégâts subis par le CHU après le violent incendie qui s'est déclaré mardi au niveau d'un local technique. Et nous partirons à Jarry, pas loin de nous, où aujourd'hui, dans le cadre de la journée de lutte contre le sida, les élèves de l'école de la Deuxième Chance ont organisé une manifestation au sein de l'établissement. À l'occasion, plusieurs animations proposées, mais surtout un dépistage rapide que chacun des élèves ont pu faire sur place. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui avec la première assemblée générale de la CCIIG depuis la nouvelle élection du président. Elle s'est déroulée hier aux Abîmes, au cœur du débat, la question du manque de travail, des salaires et bien d'autres. Nous verrons les dires du nouveau président Vial Collet. Mais on passe à la suite du journal avec Danick. Non, on commence tout de suite le journal avec vous. D'accord. Et comme je vous le disais, hier aux environs de 23h, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, est arrivée au CHU de Pointe-à-Pitre afin de se rendre compte des dégâts subis après le violent incendie qui s'est déclaré mardi, comme nous vous l'avions dit, au niveau d'un local technique. Après avoir remercié les équipes du CHU pour leur exemplarité, la ministre a assuré que l'État allait les accompagner. Elle a déclaré qu'il était impératif que le CHU puisse reprendre dans de bonnes conditions. Voyons le reportage d'Olivier Félix. Ce qui compte pour moi, c'est que les équipes puissent retrouver leur outil de travail et que les Guadeloupéens puissent être de nouveau totalement rassurés sur la capacité qu'auront les médecins du CHU à les prendre en charge dans de bonnes conditions. Donc je dirais qu'il y a 3 étapes. Le court terme qui a été merveilleusement géré, je dois dire, à la fois par les pompiers mais aussi par tout le personnel hospitalier qui a évacué 100% des malades de cet hôpital, y compris des malades qui étaient en train d'être opérés, dans un calme et avec une maîtrise absolument fantastique. Donc nous n'avons à déplorer aucun blessé et ça c'est absolument merveilleux. Le court terme, ça a été de faire en sorte que ces personnes soient prises en charge dans les établissements alentours et tous les malades ont pu être pris en charge dans des cliniques privées ou dans des établissements publics. Un hôpital de campagne qu'on appelle Escrime arrivera demain matin, il sera monté probablement ce week-end, il sera opérationnel, il a des blocs opératoires, des salles d'accouchement, il pourra prendre en charge les urgences, donc très rapidement sur un site unique, toute l'activité aiguë va pouvoir redémarrer. Et puis il faut réorganiser les filières de prise en charge des patients chroniques dans les semaines qui viennent. Enfin, le moyen terme, c'est la réhabilitation de ce qui peut être récupéré dans cet hôpital, en espérant que nous ayons un maximum de salles qui soient récupérables, bloc opératoire, réanimation. Et là, il va falloir un temps de diagnostic sur la capacité du béton, des fluides, de l'électricité à être de nouveau fonctionnels.
Donc je viens ici pour d'abord féliciter toutes les personnes de cet hôpital qui ont fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, tout le personnel. Et je viens aussi dire aux Guadeloupéens que nous n'allons pas du tout faiblir dans notre accompagnement de la réhabilitation de l'hôpital. Mon objectif, c'est que le plus vite possible, les Guadeloupéens puissent être de nouveau soignés dans ce CHU. Là où c'est pas toujours le cas dans tous les départements. Nous avons je confirme. Et ce matin, la ministre de la Santé a tenu à faire une visite du lieu des dégradations. Par la suite, elle a rencontré les délégués du personnel pour les assurés hôtelières de notre département. Elle supervisera l'installation de l'hôpital de campagne du côté du vélodrome de Gourdeliane à Bémao qui devrait aider à pallier la situation de crise pour la ministre. Agnès Buzyn poursuivra sa visite samedi. Michel Héraclite. Il vaut mieux éviter tout conflit, madame. Nous sommes déjà dans une dignité. C'est d'avoir soigné les gens et d'avoir pris soin des gens. Allez dans le même sens que nous, vous n'allez pas vous tromper. Allez dans le même sens que nous. L'objectif, c'est de réhabiliter le plus possible. D'accord, alors les personnes qui géreront le live au quotidien, faites-nous d'abord confiance et faites confiance aux autres après. Nous sommes la 40 jours, le service de 40 jours descend à Basse-Terre. On a dit oui, on veut descendre à Basse-Terre, il n'y a pas de souci, on descendra à Basse-Terre. Mais on n'a pas de bus, il faut nous mettre des moyens pour qu'on puisse descendre à Basse-Terre. Nos patients sont là-bas, il n'y a pas de problème, on va travailler, mais donnez-nous des moyens pour descendre à Basse-Terre. Je viens voir, madame, il nous faut ça rapidement. On a pris en charge les patients à Basse-Terre depuis mardi après-midi, depuis mercredi lorsqu'il y a eu des soucis. Mais moi, c'est l'impérieuse nécessité de prendre en main nos affaires. Ça veut dire cesser de s'agenouiller devant les injonctions et orientations dites stratégiques dictées par les autorités nationales de la santé. Nous souhaitions l'arrivée de Madame la ministre et je salue la rapidité avec laquelle l'État a répondu à notre demande. Au matin là, nous faisons assemblée générale encore tous les matins vers le personnel à l'hôpital où nous faisons point sur la situation, la gestion de la crise. Durant point la ministre l'arrivée, nous fait passer un message fort à la ministre pour dire qu'on sait que nous pas mendiants, nous pas demander manger parce qu'ils font déjeuner avec le personnel du PCH pour nous payer ça parler. Celle but nouvelle, c'est que l'hôpital pour nous payer ça travailler parce que nous demandons travail, nous pas demander ni boire ni manger. Donc motion là que nous fait liée la déclaration à l'UGTG, nous demandons yo roter l'hôpital de campagne Bémao et mettez au CHU de Pointe-à-Pitre. Finalement, il y a tant de messages là ça, yo kay mettez en place dans le parking de l'hôpital. Maintenant, l'autre message que nous faisons passer, c'est-à-dire que l'hôpital là fonctionnel, faut yo mettre en route, faut yo commencer les travaux de mise aux normes et que les ingénieurs en béton viennent parce qu'en tout cas parler avec directeur à l'ARS qui t'a dit nous que si nous avons doute par rapport aux inspecteurs qui là yo que fait les ingénieurs béton parce que faut yo savoir que ça il y a l'eau chalandi dans là et ni de consommation toujours ça peut vraiment éteindre parce que ça va continuer fumer et nous passons qualité à l'air là qui fait que nous pouvons respirer parce que nous avons collègues qui étaient coincés au moment de l'incendie là qui sorti par fenêtre là actuellement couchant en réanimation parce qu'il y a nu encore donc voilà donc nous ne pouvons pas ouvrir l'hôpital là n'importe qui gens. Voilà, les 12h39 en direct de ZCL, mais aussi en direct de RHT et de C10FM. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, on reçoit le sénateur, monsieur, j'ai failli dire le sénateur maire, le sénateur Dominique Théophile. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, puisque vous avez été élu, on veut dire, brillamment à cette élection sénatoriale. On vous avait annoncé à la députation, finalement, vous avez préféré le sénatorial. Pourquoi? Non, parce que vous étiez venu ici dire que vous alliez à la députation. Hein. Oui, mais après, il y a la réflexion, la sagesse et puis l'intérêt collectif. Il y a tout ça et puis il y a le temps politique. Oui. Donc tout s'analyse et puis c'est après analyse et réflexion que nous avons, Guadeloupe Unie et moi-même, nous avons opté pour les sénatoriales pour faire en sorte que nous soyons dans un jeu gagnant-gagnant. C'est ce que nous avons réussi. Et ça vous satisfait, j'ai l'impression? Bien évidemment. Les premiers pas au Sénat, comment ça s'est passé? Très concluant, oui. Puisque ça fait exactement moins de 2 mois que je suis au Sénat. Donc,
Il fallait faire très vite parce que je suis rentré en pleine préparation du PLF et du PLFSS. Alors dites PLF et PLFSS. Le projet de loi de finances, le projet de loi de finances et de la sécurité sociale. Et donc en plein débat. Et il fallait s'installer puisque ce n'est pas simple de pouvoir faire le parcours pour s'installer convenablement, connaître les lieux, prendre ses marques, choisir ses commissions, bref, commencer à travailler, répondre aux préoccupations. Et donc il fallait jouer, et jusqu'à maintenant, à être là sur les deux fronts, ce qui je n'ai pas manqué de faire justement. J'ai déjà posé des questions, j'ai déjà fait des questions écrites, j'ai déjà déposé des amendements qui sont adoptés. Bref, je suis déjà dans l'opérationnel. Et en plus, vous êtes entré en pleine tourmente, on peut le dire comme ça, puisqu'il y a eu 2 cyclones qui ont touché notre région. Aujourd'hui, en fait, depuis quelques jours, le CHU, vous avez été à la commission hospitalière, si je me trompe pas. La Fédération des hôpitaux. Alors, tous ces événements qui vous tombent dessus en tant que jeune sénateur, comment vous réagissez au quotidien? Voilà, donc nous sommes rentrés en plein suite Ioma et Maria. Donc, la et puis les interventions des sénateurs, les questions au ministre pour s'assurer que tous les dispositifs soient en place pour pouvoir gérer l'après-crise, les comités d'experts, bref, nous sommes constamment sollicités et nous devons être là puisque la Guadeloupe se pilote, je vais dire, dans le concert des discussions qui se font au niveau national. Donc il faut être soudé, il faut être opérationnel, il faut être audible surtout. On n'est plus dans l'état-providence, il faut faire de la démonstration. Donc c'est un rôle qui est en train d'être modifié, le rôle du parlementaire, puisque, avec une activité parlementaire beaucoup plus intense. La France est un pays qui légifère beaucoup et que les lois sont très bavardes, comme on dit. Et les réunions s'enchaînent. Et il n'y a pas que la Guadeloupe, puisque si nous voulons exister, continuer à exister convenablement, il faut que nous puissions savoir et connaître ce qui se fait à l'extérieur, à l'international. Que ce soit sur les fonds européens, que ce soit sur la sécurité internationale, bref, les sujets sont intenses. Et donc il faut s'organiser, il faut prendre du recul aussi, mais en même temps, il faut avoir de la pertinence dans des interventions. Alors j'ai vu que les différents parlementaires, je parle des députés, ont eu l'occasion d'intervenir à plusieurs sur des dossiers, contrats aidés entre autres, mais aussi d'autres dossiers. J'ai pas eu le sentiment, enfin sauf que j'ai pas reçu l'information, que les 3 sénateurs, M. Lurel, Mme Jasmin et vous-même, vous ayez à travailler, j'ai envie de dire, en étroite collaboration. Non, mais ça fait moins de mois que nous sommes entrés. Tous les 3, nous découvrons les lieux, nous sommes toujours en train de nous organiser. Le travail, je veux dire, le travail de parlementaire individuel a commencé, puisqu'il ne faut pas perdre de temps, mais le travail de, comment dirais-je, de projection sur comment nous allons nous organiser pour être tête collée, comme on dit, sur les problématiques qui concernent la Guadeloupe. On a du temps, il y a 1 mois et demi, mais nous discutons. Nous avons profité d'ailleurs de l'association des maires, en tout cas de la semaine dernière, pour pouvoir inviter l'ensemble des élus présents à Paris. Nous avons, avec les Martiniquais, nous les avons invités au Sénat au cours d'un dîner. Nous avons échangé pour montrer que chaque fois que l'élu est à Paris, il peut compter sur le soutien des parlementaires, et c'était un moment de convivialité que nous avons organisé ensemble avec les 3 parlementaires, plus les députés, plus les Martiniquais. Et donc ça a été un moment pour poser les jalons d'une bonne collaboration et d'une collaboration riche, puisque nous défendons des territoires qui sont éloignés, et je vous dis très franchement, il faut être toujours présent sur remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir se faire entendre. Nous vivons actuellement une crise au CHU, et s'il n'y avait pas, je veux dire, ces relais, nous n'aurions pas eu la ministre tout de suite, nous n'aurions pas eu ces engagements. La ministre ce matin, elle a annoncé en disant très simplement et très schématiquement, la question du financement n'est pas un débat,
puisqu'il s'agit... Ça signifie quoi ça? Ça veut dire qu'il s'agit d'un hôpital et d'un CHU et il s'agit de la vie des gens. Oui. Donc on ne va pas chercher à savoir s'il y aura des finances. C'est même pas une question parce que l'essentiel c'est de faire en sorte que l'hôpital reprenne. Donc la question sur les fonds, ce qu'on appelle les fonds de réserve, l'État va actionner les fonds de réserve pour qu'il n'y ait pas, puisqu'on a vu que la démonstration que nous a faite le personnel sur le côté professionnel, c'est inédit, je veux dire. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours sur le CHU, il n'y en a pas beaucoup de CHU en France. Évacuer l'ensemble des malades, plus de 450, l'ensemble du personnel, il faut compter à peu près 1500 personnes évacuées. Entre 17h30 et 23h, il fallait le faire et là, elle a salué, je pense que tout un chacun, nous pouvons saluer l'action du personnel, avec des revendications qui datent. Donc, oui, parce que j'ai vu un cahier de l'UTS, voilà. C'est long. Hein. Tout à fait. Et bon, j'espère que dans ces malheurs, nous allons engranger de bons résultats après, puisque l'État va s'appuyer sur l'existant, savoir continuer à mettre aux normes l'hôpital qui doit être abandonné dans 5 ans. Oui, alors justement. On ne va pas attendre 5 ans pour faire en sorte. Donc vous voyez, beaucoup de sujets sur le feu et puis voilà. C'est bien sur le feu, c'est bien le cas de le dire. Ça. Donc justement, juste pour revenir sur ce sujet, est-ce que l'incident du CHU aura plus ou moins un impact plus ou moins favorable aux travaux du nouveau centre hospitalier? Bah oui, favorable. Déjà, le CHU, le nouveau CHU a démarré. Oui, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Après, ça on le sait, la durée on le sait, c'est 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Oui. Mais entre aujourd'hui et 5 ans, il y a des vies, il y a des malades. Il y a des soins de qualité à faire pour éviter ce qu'on appelle le taux de fuite, puisque si le Guadeloupéen n'a pas confiance dans son système de santé, il ira ailleurs, alors qu'il y a de très bons services et de très bons spécialistes. Donc il faut rapidement, et c'est ce que la ministre a dit ce matin, rapidement remettre tous les services en marche, très rapidement, mais des services d'une manière, je veux dire, dans la file, dans les filières, que ce soit du début jusqu'à la fin. Il ne faudrait pas dire on va commencer par les lits et mettre les malades sur les lits, après commencer. Non, non. Quand on prend un service, si c'est la cardio, et bien la file active, toute la chaîne doit être sécurisée et pas à pas. Je pense qu'à partir de cela, ça nous... Bon, il y a un calendrier pour ça, il y a un calendrier déjà qui sort déjà. Ben, vous ne pouvez pas à 48 heures mettre un calendrier. Le seul mot d'ordre, c'est il faut aller très vite, il faut aller bien puisqu'il s'agit de sécurité sanitaire, de continuité des soins. Donc il faut sécuriser tout cela, il faut aller très vite. Mais le délai, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui puisqu'il faut faire ce qu'on appelle un état des lieux technique pour savoir si le bâtiment à quel point commencer, puisque vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des fluides. En tout cas, un hôpital, ce n'est pas simplement une maison, donc il y a une technicité. Mais aller vite, ça voudrait dire que, allez, si on prend l'échelle du temps, il faudrait qu'avant Carnaval, que tout soit opérationnel. Ah bon, c'est une date avant Carnaval. Donc avant fin février. Avant fin février, que tout soit OP. OP. Donc les moyens vont suivre, c'est ça? Les moyens matériels. L'hôpital provisoire doit arriver demain au plus tard et pour lundi doit être monté. Et donc la semaine après lundi, donc opérationnel la semaine prochaine, avec 150 possibilités de recevoir 150 patients par jour, en tout cas aux urgences, ce qui est déjà et puis continuer à faire cette belle collaboration avec les autres centres, que ce soit les cliniques, mais que ce soit les médecins de ville. Vraiment cette cohésion et cette solidarité qui s'est créée puisse continuer et continuer au-delà de la crise pour permettre aux Guadeloupéens d'avoir un bon système de santé qui réponde à ces attentes. Alors, sur cette question, nous revenons avec vous sur ce que disaient les syndicats. Ils disent que ça aurait pu être évité si un certain nombre de mesures avaient été prises en amont.
ce qui n'a pas été fait. Oui, mais dans toute organisation, vous avez des précurseurs, ceux qui alertent et tout, mais l'accident n'est pas prévisible comme clair. cela. Bon, ça aurait pu être dans 2 ans, 3 ans, mais on aurait dit la même chose. Bon, ça s'est passé comme ça, et oui, il y a eu revendication sur la sécurité, mais il y a un gros travail qui avait déjà commencé, et ce qui est dommage, c'est que quand j'entends la présidente de la CME qui dit que bon, on était en train de monter d'avoir une montée en charge sur notre organisation, une implication du personnel, une passivité quand même, on avait pacifié les rapports entre les partenaires sociaux et la direction, parce qu'on avait bien compris l'enjeu et les intérêts. Maintenant, ils étaient sur comment mobiliser les fonds, et puis ça arrive aujourd'hui. Je pense que l'État a bien compris la nécessité de mettre les fonds. La ministre a dit, je le répète, qu'il n'y avait pas de sujet, de dire qu'on ne pouvait pas perdre de temps sur les questions est-ce qu'il y aura assez d'argent. L'essentiel, c'est de remettre l'hôpital en marche. Et le choix qui a été fait pour pouvoir mettre l'hôpital provisoire, c'est en intramuros, à l'intérieur du site de l'hôpital. Vélodrome, c'est du Vélodrome? Non, c'est pas au Vélodrome. Finalement, c'est pas au Vélodrome. Du CHU. Ah, carrément. Oui, pour éviter. Parce qu'on avait parlé du Vélodrome. Oui, à un moment. Mais il y a une question aussi d'appropriation de l'outil de travail pour ne pas trop disperser le personnel. Après 2 mois, 3 mois, ce personnel qui n'aurait pas, je vais dire, complètement cette possibilité de retrouver son outil de travail. Oui. Et le fait de le mettre à l'intérieur, en intramuros, ça permet d'avoir ce sentiment d'appartenance et cette cohésion de groupe qu'il faut. Donc je pense que c'est une bonne idée quand même aussi. Dominique, Théophile, vous avez été à la Fédération hospitalière de la Guadeloupe, enfin d'une manière générale, vous avez participé à de nombreuses réunions, notamment je me souviens de l'occasion de la fermeture de Marie-Galante, vous vous souvenez? Est-ce que de votre point de vue, ce qui s'est passé au CHU aujourd'hui peut remettre ou devrait remettre en cause la carte santé de la Guadeloupe? Parce qu'on a bien vu rapidement, on a dû disperser les gens jusqu'à la CHBT de Basse-Terre, etc., etc. Bon, Marie-Galante dit qu'on les a un petit peu oubliés dans ce dispatching. Est-ce que la carte qui avait été prévue aujourd'hui, est-ce que réellement elle tiendra la route encore? Forcément, mais avant de répondre sur ce sujet de santé, comme sur pas mal de sujets, c'est pas là qu'on va faire de la politique politicienne ou il faut jouer collectif et dans l'intérêt des patients. Je pense que sur ce sujet-là, le sujet de la santé, c'est un sujet vital et c'est là qu'il faut être vrai, qu'il faut être sincère dans ses positions. Aujourd'hui, l'accident va forcément modifier l'approche cartographique. Ah ben oui. Forcément. Et le sénateur que vous êtes, vous allez peser dessus. Forcément, parce que ça a été un cas d'école, une expérience inédite qui va nous démontrer notre capacité de prendre en charge, notre réactivité. Là, on a un très bon point. Ça nous montre aussi comment nous devons interroger nos pratiques. Oui. Ça nous montre nos insuffisances sur la cartographie et nos atouts aussi. Oui. Donc tout ça sera dans un pot commun. Ça nous montre aussi que nous sommes archipel. Voilà, c'est bien la question. Bien sûr, et que la réflexion viendra, mais avec beaucoup de pertinence et dans l'intérêt des territoires. Nous sommes archipel. Ça nous montre aussi que cet événement est arrivé en pleine saison touristique. Oui. Ça nous montre aussi que nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et quand on connaît, dans cette période, les urgences sont encombrées. Voilà, c'est ça la question. Après, tout de suite, vous avez le carnaval. Oui, encore une période chaude. Aussi, voilà. Donc, ça va nous permettre, nous, citoyens aussi, en dehors des professionnels et des institutions, de se dire, dans cette période-là, d'être très vigilant. Plus responsable. Et plus responsable. Donc, interroger toutes les pratiques, interroger nos organisations, forcément, ça va modifier la carte demain. D'autant plus que nous abordons le côté concret de l'arrivée du nouveau CHU. Tout à fait. Alors, on va quitter le domaine de la santé pour revenir un petit peu à la politique, puisque vous êtes aussi un homme politique. Vous avez été président du GUSR. Le GUSR, on n'est plus ce qu'il a été avant Macron. Il s'est un petit peu macronisé, on va dire ça comme ça. Vous savez que depuis quelque temps, il y a un débat nouveau qui s'est instauré en Guadeloupe. C'est la question de l'autonomie. Il y a eu, le CIPA a fait il y a 15 jours ou 3 semaines un débat là-dessus. Il y a un petit ouvrage qui est sorti sur la question de l'autonomie. C'est un vieux modèle
d'ordre que le PCG avait déjà depuis 1958. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, cette question d'évolution, changement statutaire revient sur le devant de la scène dans la classe politique. Est-ce que vous participez à ce débat ou bien pour vous c'est quelque chose qu'il faut rejeter au calendrier grec? Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est un sujet qui revient, mais qui doit revenir. Mais il faut se dire, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec des schémas. Nous ne sommes pas du tout, et je dis chaque fois il faut être vrai sur des sujets. La revendication ne peut pas être examinée de la même manière que des années 82. C'est clair. Les choses ont bougé, les nouvelles technologies, nous sommes dans le monde, les multimédias. Bref, il y a une conception de la politique qui est tout autre aujourd'hui. Il faut se coller à une réalité, sinon les choses vont très vite, sinon on est largué. Et donc, mais ça n'empêche pas les revendications, puisqu'on voit une certaine autonomie qui se fait, une autonomie non choisie, puisque l'État-providence n'est plus cet État. Père Noël, aujourd'hui, c'est fini. Et c'est ça qu'il faut dire vrai aux gens. Il ne faut pas attendre sur l'État qui va, l'État qui va. L'État est en train aussi d'attendre sur les autres, oui, sur l'Europe, et bref. Et donc, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. La conception de l'État-providence est terminée. Aujourd'hui, il y a une nouvelle conception. C'est comment optimiser les moyens et créer de la valeur ajoutée, et en préservant l'humain et en préservant ce qu'on appelle les territoires en termes de, je veux dire, conscientisation, rapport au monde. Donc Guadeloupe Unie est toujours dans cela. Et cette accroche avec Macron, ce n'est pas une accroche idéologique forcément. On n'efface pas tout? Non, 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 pas du tout. C'est une approche pragmatique. Oui. Voilà, un homme, il faut le dire, indépendamment de ce qu'il porte et ce qu'il véhicule, comme si on met l'ancien temps, la gauche et la droite, mais c'est le pragmatisme. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce que pendant 30 ans, tous les Français, tous les Guadeloupéens réclament. Il faut arrêter ce train-train, ce changement. Il faut passer à autre chose. Et interroger d'autres pratiques. Il le fait. 6 mois. On n'est pas dans le temps du bilan. Mais ce que j'ai bien compris, et surtout pas en Guadeloupe, mais au niveau de l'Hexagone, la classe politique ne veut pas qu'il réussisse. Pourquoi? Parce qu'il va tuer tous ceux qui ont un certain âge. Parce que s'il refait un mandat, eh bien c'est toute une classe politique qui sera revue et revisitée. Et c'est ce qu'on demande. Il faut revisiter les classes politiques et les approches avec les États. Parce que nous ne pourrons pas, nous qui sommes à la périphérie, en attendant d'avoir une autonomie, vraiment en attendant d'avoir une particularité où nous pouvons voler quelque part de nos propres ailes, mais avec, sans oublier que nous ne pourrons pas voler seuls. Il faut ce qu'on appelle la coopération, puisqu'on ne sera jamais seul dans le monde. On voit, non, on peut pas, voilà, on peut pas l'être. Personne ne demande une séparation. Je pense qu'il ne faut pas être fou. Il n'y a pas de séparation d'ailleurs. Même les États, les États-Unis ne sont pas en séparation. Ils sont unis. Bon. Donc c'est ce qu'il faut interroger, et nous sommes là-dessus parce qu'on se rend compte, et c'est ce qu'il dit qui est bien. Il ne faut pas s'arc-bouter sur les anciens schémas, article 74. Moi, ça ne m'intéresse plus d'être en article 74. Je veux être habillé avec le vêtement qui me va. Dominique Théophile, je vais vous demander d'être très concret sur ça, parce que vous parlez à des Guadeloupéens, à des Martiniquais, des gens qui sont en France, qui nous regardent en ce moment. Est-ce que le GIECR peut ou non se positionner sur une autonomie de la Guadeloupe? C'est la question. Le GIECR s'est déjà positionné vers une évolution institutionnelle. Ça peut déboucher à terme, ça peut déboucher dans le calendrier pour une autonomie qui est réclamée. Ben, écoutez, l'autonomie, c'est une belle chose. Avoir une autonomie dans son mouvement, une autonomie pour pouvoir j'ai dit modifier, amender ses lois. Mais vous savez que les Guadeloupéens n'étaient pas très favorables pendant quelque temps. On a vendu quelque chose, on a vendu la peur pendant longtemps aux Guadeloupéens. Et quand on regarde, ben, il y a une demande d'autonomie en Bretagne, il y a une demande d'autonomie en France même. L'autonomie n'a rien à voir avec la séparation. L'autonomie arrive au moment où le décollage et le développement économique et social arrivent. Dominique Théophile, le PCG disait autonomie étape vers. Non, mais ça c'est vers l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le pragmatisme. On a besoin
des fonds d'où ils viennent, de l'Europe, de la France. On a besoin d'être dans un concert où nous puissions, quelle que soit la situation, nous pouvons être en maillage, en connexion. Nous avons besoin de respiration aussi pour mettre en avant nos atouts. Eh bien, c'est ça que le GUSR prône. Alors, donner des noms, autonomie, ça c'est des noms qu'on donne. Et le plus souvent, quand on donne des noms, ça fait peur. Anti 74. Ce qu'on dit, il faut une respiration pour que les peuples se sentent bien, pour que le Guadeloupéen puisse dire partout où il est, je suis Guadeloupéen avec une fierté parce que ma jeunesse est en avant. Promouvoir ses atouts. Aujourd'hui, vous le savez, et quelque chose il y a 20 ans qu'on n'a jamais, et ça a toujours existé, qu'on n'a jamais vu, la France ne serait pas la France parmi les 10 grands pays s'il n'y avait pas cet espace maritime, cette biodiversité. La France aujourd'hui, sans les territoires d'outre-mer, se trouverait dans le tiers-monde presque. Et autre chose qu'il faut se dire, la France, la chance, c'est que la France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Parce que partout où la France est présente, s'il est minuit en France, il est quelque part 17h ou voire le matin. La France, c'est le pays où le soleil ne se couche jamais. C'est un atout. Donc profitez, nous, de pouvoir être, je veux dire, un atout pour la France et pour montrer que nous avons aussi des particularités. Nous pouvons aussi proposer. Nous avons à proximité la Caraïbe. Nous ne pouvons pas... ce serait un crime demain contre l'humanité de nous détacher de la Caraïbe, puisque tout est crime, mais là aussi ça pourrait être demain. De nous enlever sur cette coopération intelligente que nous pouvons faire. La France, et je le dis d'ailleurs à Paris, la France n'a pas à avoir peur de ses territoires. Et quand j'ai abordé avec des élus le problème de la FIFA, la France ne doit pas avoir peur de ses territoires. On en parle tout à l'heure, Dominique Théophile. On va prendre juste une pause de publicité. On va vous retrouver dans la deuxième partie pour parler un petit peu de ce qui s'est passé en Libye et puis de parler un petit peu de votre programme pour les jours à venir. Encore 10 minutes avec vous et puis après on vous libère. Merci beaucoup. À tout de suite pour la pause pub. Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Voilà, il est 13h08 dans le ZCL. Je vous rappelle que nous sommes en direct de C10 FM, la radio. Nous sommes aussi en direct sur RHT 89.8. Je vous rappelle aussi que nous sommes avec Dominique Théophile, que nous recevons, nous continuons à recevoir dans un instant. On va recevoir ensuite Winnie Kaouna, qui vient à parler de sa nouvelle émission Mouna Biguin. Mais pour l'heure, tout de suite, le rappel des titres avec Keïssa. Et nous avons vu Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, qui est arrivée comme prévu ce jeudi soir dans notre département pour se rendre compte des dégâts subis par le CHU après le violent incident qui s'est déclaré mardi au niveau d'un local technique. Et nous partirons à Jarry, pas loin de nous, où aujourd'hui, dans le cadre de la journée de lutte contre le sida, les élèves de l'école de la deuxième chance ont organisé une manifestation au sein de l'établissement. À l'occasion, plusieurs animations proposées, mais surtout un dépistage rapide pour chacun. Et nous terminerons le journal aujourd'hui avec la première assemblée générale de la CCIIG depuis la nouvelle élection de président. Elle s'est déroulée hier aux Abîmes. Au cœur du débat, la question du manque de travail, des salaires et bien d'autres. Et nous verrons les dires du nouveau président Vial Collé. Avant de revenir à Dominique Théophile, je voudrais vous présenter cet ouvrage qui vient de sortir. Ça s'appelle Roussikam, origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphe de nos us et coutumes. C'est un ouvrage rédigé par Jean-Luc Divial, sorti rivé. Avec lui, nous ferons toute une série d'émissions la semaine prochaine, 3 émissions où il viendra pour justement nous expliquer en quoi la langue dite créole est une langue d'origine égyptienne. C'est une petite révolution dans le domaine de ce qu'on appelle la créolistique, l'étude du créole. Nous aurons, bien sûr, si vous êtes avec nous toute cette semaine, l'occasion de revenir là-dessus. Je reviens donc avec Dominique Théophile qui est avec nous encore quelques minutes pour parler un petit peu de sport, puisque vous avez été pendant longtemps, entre guillemets, le sportif du conseil départemental. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas de votre acabit aujourd'hui, mais je pose quand même la question. On a l'impression quand même qu'il manque une politique sportive un petit peu cohérente au niveau régional. Ah non, justement, nous au niveau de la région, on est en train
d'organiser les choses. D'organiser, c'est bien sûr, on organise là. On organise, oui, puisque mais il faut constamment revisiter les choix, les organisations, ce que nous faisons. Harry Méfond, qui est le nouveau directeur des sports, qui fait l'unanimité au niveau des pratiquants, des clubs et des organisations des ligues et comités. Nous sommes en train de recevoir l'ensemble des ligues et comités, de 48, pour pouvoir établir le nouveau contrat d'objectifs, puisque nous avons revisité les contours du contrat d'objectifs, pour aussi échanger avec les présidents pour mettre en place les niveaux d'action, à savoir le sport pour tout ce qu'on peut appeler le sport d'entretien, le sport tout court, et puis le sport de haut niveau, puisque faudrait se dire que nous avons récupéré au mois de janvier 2017 l'équipement qui s'appelle le CREPS, qui devient propriété du Conseil de la région Guadeloupe, et donc voir dans quelle mesure que nous allons pouvoir très rapidement signer un contrat tripartite avec l'État, puisque l'État a en charge le haut niveau, la région et puis le CREPS lui-même, puisque le CREPS a un conseil d'administration, pour faire en sorte que nous puissions, au-delà de ce que peut apporter l'État sur le haut niveau, mais nous puissions, en tant que propriétaires des lieux, profiter de cela pour augmenter, je ne dirais pas le numerus clausus, mais le nombre de jeunes qui pourraient rentrer au CREPS pour bénéficier de ce haut niveau, et bien sûr dans un cadre partenarial, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le CREPS devient, je veux dire, il y a une sélection, mais il y a trop de jeunes qui restent sur le carreau. Et beaucoup de parents aujourd'hui, ce qui est une révolution depuis quelques années, sont au bord des terrains. Les parents accompagnent les enfants à l'extérieur. Les parents financent beaucoup le sport des jeunes, et parfois des parents qui sont en difficulté pour les déplacements. Et donc tout cela, nous devons revoir ça pour accompagner. Et le nombre de terrains de sport, parce que il y a un déficit. Non, sur la quantité de terrains, nous ne souffrons pas d'une quantité. En Guadeloupe, il faut le dire. C'est la qualité alors qui manque. D'une qualité. Ah oui, nous souffrons d'une qualité. Pas de la quantité. Il y a suffisamment de terrains de football. Vous avez vu la ministre des Sports déjà, pas encore? Si, je dois, avec une autre casquette, la rencontrer d'ici début janvier, pour faire en sorte que les orientations prises par la région Guadeloupe soient soutenues au niveau national. Et parce qu'il y a pas de remise en cause, pas de remise en cause de le plan Caner a été sanctuarisé, préservé. Nous devons faire comprendre au niveau de l'État que nous préparons 2024, et ce n'est pas 2024 Paris, mais c'est 2024 France, et ces territoires ultra-périphériques, ces territoires éloignés, et la Guadeloupe, c'est la pourvoyeuse de champions. Donc, par conséquent, dans les fonds qui seront destinés à 2024, que nous puissions profiter de cela pour mettre aux normes nos équipements. C'est un travail, je veux dire, qui doit être suivi de très près pour que nous ne puissions pas rater le coach, puisque 2024 arrive très vite. Et ceux qui ont, je vais dire, 13 ans aujourd'hui, ce sont ceux-là qui participeront aux Jeux Olympiques de 2024. Alors, je ne sais pas si ça vous fait sourire, mais enfin, ça a fait sourire beaucoup de gens ici. Quand la ministre des Sports, Madame, comment elle s'appelle, son nom m'échappe. Laura Flessel a décidé qu'il faudrait que chaque Guadeloupéen puisse chanter la Marseillaise à toutes les occasions. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est ça a fait sourire, ça a fait sourire. La ministre de la République, la République a ses règles. C'est la première fois que le ministre des Sports dit une chose comme ça, et un peu une Guadeloupéenne. Voilà, mais bon. Bon, on ne va pas commenter davantage, on a compris. Difficilement, je ne peux pas commenter la phrase de la ministre. Deux petits mots, Dominique Théophile, et on va terminer là-dessus sur le GUSR, le calendrier. Alors, juste une question. Vous savez que M. Macron, on en parlait beaucoup, vous étiez venu ici, vous m'avez dit vous n'étiez pas très Macron à l'époque, c'est pas grave, les choses peuvent évoluer, mais c'est même pas ça la question. La question, c'est que M. Macron a tout fait, enfin on le voit, pour exploser les partis politiques. En France, le PS a explosé, la droite a explosé en 1000 morceaux. Est-ce que le GUSR va résister?
Non, Macron a fait exploser, entre guillemets, les partis traditionnels parce que les partis traditionnels étaient arrivés à bout et ils étaient fragiles. Et si les partis traditionnels étaient aussi forts, eh ben, ça aurait été le rock, ça n'aurait pas été explosé. Donc le GUSR est à la bouche. Je pense que c'est parce que le GUSR a bien compris dès 85, M. Zadonis, 10 ans avant sa création, depuis Grabgé, qu'il fallait avoir une domiciliation du pouvoir ici, discuter, et qu'il ne fallait pas s'accrocher à un parti national. Les particularités de la Guadeloupe, des îles ne sont pas les mêmes. Donc il fallait avoir une approche qui soit plus proche, je dirais, de la réalité, ce que nous avons fait. Et c'est pour cette raison que nous avons résisté. Et nous sommes encore là. Et nous serons encore là, puisque la preuve, sur l'échiquier politique, nous représentons quand même, je veux dire, nous avons un poids. Et nous allons continuer à le faire parce que nous avions à l'époque raison de prendre le large. Donc ça ne vous gêne pas que le président de région soit passé de l'autre côté, Serva soit passé chez Macron, non? Ça ne vous gêne pas? Mais non, l'identification d'une position par rapport à une personne, je pense que c'est je veux dire, c'est pas cela. Oui. On s'identifie à une cause, on s'identifie à un chemin, on s'identifie à une orientation. Je le dis et je le répète, et je suis, comme on dit vulgairement, debout derrière ce que je dis. Macron m'intéresse. Pourquoi Macron? C'est l'homme qui aujourd'hui dit, puisque vous avez dit depuis 30 ans que ça ne fonctionne pas, moi j'imagine autre chose. Et donnez-moi, pas beaucoup de temps, mais donnez-moi le temps, ne serait-ce qu'une année, pour pouvoir commencer à mesurer. J'ai entendu des critiques. Aucune action de Macron n'a pris effet aujourd'hui. C'est des annonces, c'est des orientations. Personne ne peut me dire aujourd'hui, depuis Macron, ça s'est passé comme ça. Non, non, mais j'entends... La loi du travail. Ça va pas. Non, non, je parle de la... Mais on ne peut pas. Aujourd'hui, même la loi du travail, qui peut mesurer la loi du travail entre effet négatif et effet positif? C'est encore tout. Encore tout. Oui. Voilà, encore tout. Eh bien, il dit, vous avez voulu autre chose, je vous propose autre chose. On casse avec le train-train. Eh bien, quelle que soit la situation, il rentrera dans l'histoire parce qu'il sera celui qui aurait participé à effacer le jacobinisme en France, à effacer à ce train-train, parce qu'il faut se mettre au parfum avec les autres pays. On ne peut pas rester à la traîne. Et il nous dit aujourd'hui, et c'est ce que j'ai retenu, puisque la France est en train de revisiter son organisation, profitez-vous, territoire, de revisiter votre organisation, d'où les assises des Outre-mer. Et j'étais le premier à dire... Et les jonctions sur l'eau. Et les jonctions sur l'eau. Et les jonctions sur l'eau, en disant que... Pas les jonctions, en disant que ce n'est pas mon affaire de l'État. Des maires des autres. Non, oui, prenez vos responsabilités, puisque la gouvernance, dans la loi Notré, vous a donné depuis comment dirais-je... vous avez, comment dirais-je, cette option-là pour pouvoir organiser. Ce que moi j'ai fait le 31 octobre au Sénat, c'est moi qui ai ouvert le chantier de l'eau. Suite à mon intervention le 31 octobre au Sénat, où j'ai posé la question au gouvernement, pas sur la question de la gouvernance, puisque je sais très bien que c'est une question qui éminemment concerne la politique locale. J'ai interrogé le gouvernement sur le financement des investissements en lui disant qu'il y a 900 millions sur les 10 prochaines années et toutes les collectivités réunies n'auront pas la moitié pour pouvoir résoudre le problème de l'eau. Nous sommes sur une île, alors que le tourisme, c'est quelque chose que nous devons développer, mais le tourisme de qualité. On ne peut pas en 2017 concevoir un territoire sans eau, alors que la Guadeloupe ne manque pas d'eau. La Guadeloupe, c'est une île où il y a de l'eau en permanence. Et donc, pour nous aider à financer ces investissements, le ministre Nicolas Hulot m'a répondu et m'a dit, à cette époque-là, le 31, le Premier ministre doit se déplacer en Guadeloupe, j'enverrai le Cornu, qui est secrétaire d'État à la transition écologique, pour pouvoir s'en inquiéter et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Nous avons organisé une réunion à l'aéroport avant le départ du Premier ministre, et ce que nous avons constaté, et que le ministre en personne a constaté, que nous n'étions pas tous sur la même longueur d'onde au niveau de la gouvernance pour pouvoir aider. L'État qui met de l'argent, et ça veut dire ça aux Guadeloupéens, et tous ceux qui prennent des responsabilités, que ce soit à l'échelle d'une petite entreprise, d'un commerce et tout,
Personne ne mettra de l'argent, même vous, si vous devez investir ou prendre des coupons dans une entreprise, vous n'allez pas vous mettre votre argent là où il y a une rentabilité qui soit de zéro. L'État dit je mets de l'argent, mais faudrait-il que ce soit dans un cadre organisé. Et le cadre organisé, c'est la gouvernance. Donc charge à nous de trouver un minimum, un consensus pour la gouvernance, et ça ne doit pas faire, à mon avis, de débat et de divergence. Il s'agit de remettre en œuvre les réseaux. Moi, ce que je propose, et que j'en ai discuté avec le député Serva là-dessus déjà, c'est qu'il y ait une structure unique sur les réseaux, en attendant d'une structure unique sur la production. Un troisième étage, une structure unique pour l'eau en Guadeloupe. Mais on démarre sur ce qui peut faire consensus. Eh bien, il faut réparer les réseaux, mettons en place une structure pour les réseaux. Et je pense que sur ce sujet-là, autant sur la production, certains disent que nous sommes propriétaires de telle usine, celui-là dit je veux vendre mon eau. D'accord, nous ne sommes pas encore d'accord, on prend notre temps. Mais qui n'est pas d'accord sur la réparation des réseaux? Tout le monde est d'accord. Donc je dis, c'est une proposition que je fais et je donne le scoop à Canal 10, que nous puissions mettre en place une structure de gestion des réseaux, de réparation de gestion, de financement et de la télégestion. Télégérer tout ça, remplacer tout cela, entretenir tout cela dans une structure unique. Et puis, nous allons commencer. Parce que, je vous dis un truc, parce que je connais très bien l'eau, j'y ai travaillé. Si vous voulez avoir de l'eau à Petit Canal ou à Anse-Bertrand, ce n'est pas le fait de réparer les réseaux de Petit Canal ou d'Anse-Bertrand. C'est bien le fait de réparer les réseaux là où parte la production. Capesteur. Voilà. Donc, ce n'est pas voir sa propre chapelle, voir l'intérêt général. Parfois, pour avoir satisfaction, il faut aller chez le voisin et lui demander de bien vouloir réparer ses réseaux. Et c'est comme ça dans tout. Moi, c'est ma vision des choses et j'y contribuerai. Et je pense que... On vous suivra de toute manière, Dominique Théophile. Merci d'être venu avec nous. Il est 13h22, on va faire vite. Keïssa, le prochain titre, avant de recevoir Madame Kaona. Comme nous vous l'annoncions, hier il y eut aux Abîmes une assemblée générale de la CCIIG au cœur du débat, la question du manque de travail, des salaires et bien d'autres. Le nouveau président de la Chambre de commerce de l'industrie des îles de la Guadeloupe, Vial Collet, nous parle d'une augmentation sur le point de vue touristique et donc en perspective de nouveaux emplois possibles. Des images de Vianney Valverde. Je suis l'écho des entreprises. Les entreprises me disent qu'il n'y a pas assez de travail. Nous sommes en panne, on a du mal à se faire payer et que finalement la croissance c'est pas pour tout de suite. Et moi je leur réponds la chose suivante, on peut trouver un moteur de croissance, c'est possible. Simplement il y a quelques ajustements à faire dans le pays, quelques ajustements réglementaires, simplifier la vie des entreprises, quelques moteurs à allumer. Je pense souvent à ce que le président Chalus a dit, 1 million de touristes. Vous vous rendez compte, si on atteint 1 million de touristes, c'est 25 000 emplois en plus. 25 000 emplois en plus, c'est 25 000 nouveaux consommateurs qui eux-mêmes vont créer de l'activité. On a un ciel aérien qui est en pleine bataille. On nous annonce l'arrivée de 2 compagnies nouvelles, la compagnie Level plus la compagnie norvégienne qui veut desservir les Antilles. Tout ce foisonnement, c'est bon signe. Et au final, ça concourt à un objectif, accroître notre activité. Vous ne pouvez pas demander à un entrepreneur qui a un projet, donc il est omnibulé, focalisé sur son projet, et vous lui renvoyez des tonnes de papier à remplir alors qu'il n'a pas encore fait 1 euro de recette. Tout ça n'est pas bien normal. Donc moi je crois que l'intérêt de la France, l'intérêt de la Guadeloupe, c'est de simplifier. C'est pas... Donc quand on a intérêt à faire quelque chose, qu'est-ce qui expliquerait qu'on ne le ferait pas? Faire mieux avec moins de moyens, c'est innover, c'est changer notre modèle. Le changement de modèle, c'est dire... Le CCI Store, c'est ouvrir les services de la CCI, 123 services, 24 sur 24. Vous vous rendez compte qu'un chef d'entreprise, dans son lit, va taper sur sa tablette ou son téléphone et il pourra se renseigner sur ce que la CCI fait. Il pourra même aller voir un certain nombre de délibérations de la CCI, la vie de la CCI, mais il pourra aller prendre tous les services que nous allons offrir. C'est sensationnel. Donc ça n'empêchera pas, bien sûr, qu'au-delà de cela, un certain nombre d'opérateurs, d'entreprises souhaitent venir à la Chambre pour rencontrer physiquement. Mais vous allez moins avoir cette longueur d'attente, on aura moins besoin d'embaucher du personnel pour pouvoir répondre à toutes les entreprises, parce qu'on aura le CCI Store.
Et voilà, il est 13h25, nous le rappelons, vous êtes en direct du ZCN, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve après la pub. Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Voilà, il est 13h31 dans le ZCL en direct de RHT et de C10FM. Je vous rappelle, si vous ne saviez pas encore, mais comment ne pas le savoir, qu'à partir de ce soir, 18h, dans le parking qui est juste derrière nous, il y aura la grande fête organisée par Canal 10 pour les enfants, le sourire de Noël. Venez, si vous venez, mais vous viendrez porter un cadeau. Ces cadeaux seront redistribués aux enfants les plus méritants. Et donc, il y aura de la musique, il y aura plein de choses. Il y aura un groupe. C'est quoi le groupe qui sera avec nous? Est-ce que vous savez qui c'est? Non? Restons là. Restant là sera là. Entre autres, pas seulement, il y a un grand podium qui est au monde à l'Ovin, c'est gratuit, mais rien à peu. Bon, sinon, on va parler tout à l'heure de l'homme et la reine des abeilles, puisque l'auteur est là, c'est Madame Gladys Grégoire qu'on connaît déjà. Bonjour. Bonjour. Mais pour l'instant, on va revenir sur Madame Winnie Carona. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Alors, on vous a invité pour un peu brièvement, parce que dimanche, c'est la première de votre émission Mouna Begin qui va être diffusée sur Canal 10. Alors, qu'est-ce que c'est Mouna Begin, le MAB? Eh ben, le MAB, je n'aime pas. Mouna Begin, MAB, c'est d'abord un rendez-vous avec les téléspectateurs de Canal 10 le dimanche. Pas seulement. Attends, les rendez-vous avec les téléspectateurs de Canal 10, pourquoi pas seulement? Non, mais parce que les gens qui sont pas seulement des Canal 10, on passera ça un peu partout, les gens vont regarder. C'est sur votre Facebook, on va regarder cette émission. Ah, c'est vrai que je ne suis pas habituée aux réseaux sociaux. Ah, mais oui. Alors voilà, donc on parlera bien sûr de Begin, c'est un talk show, un petit causé qu'on va faire dans le cadre de la promotion, si je puis dire, de la Begin. Et puis surtout que j'aurai des invités avec moi qui vont nous raconter sur différentes partitions leur vie, des anecdotes, tout ce qu'ils ont fait. Voilà, ça c'est un premier point. Sinon, le deuxième point, le deuxième point, c'est une émission qui a été conçue pour accompagner le centenaire de la naissance de Moon de Rivelle, que tout le monde connaît maintenant, puisque j'en parle depuis un moment, qui est une grande ambassadrice de la chanson traditionnelle créole. C'est pas sa génération, ça. C'est pas sa génération? Elle ne connaît pas Moon de Rivelle? Non. Ah ben d'accord. Elle va apprendre, elle regardera l'émission dimanche. Et ça sera justement ça, parce que ça va être une émission un petit peu, comme je dis, pédagogique, où les gens vont apprendre, même les adultes, apprendre le nom, ce que nos prédécesseurs, nos devanciers nous ont laissé en matière d'héritage musical. Pourquoi ça s'appelle Mouna Begin? Eh bien, Mouna Begin, tout simplement parce que Moon, c'est pas Moon de Rivelle, c'est Moon, Jean, à Begin, parce que beaucoup de gens aiment la Begin, et c'est une façon de les réunir autour de ce concept-là, parce qu'en fait, on ne les voit pas toujours, mais c'est pas simplement aller danser ailleurs, mais s'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connaître et de mieux découvrir, comment dirais-je, déjà l'étymologie de la Begin, déjà ce que c'est que la Begin, son histoire, d'où elle part, d'où elle vient, qu'est-ce qui a été fait, et moi ça remonte, et ça sera plutôt comme quelque chose de pédagogique, je dis une émission pédagogique où je vais apprendre aux gens l'histoire de la Begin. Donc on va vous appeler professeur Winnie alors? Eh bien, moi je dis que ça sera pédagogique. Ah oui, je veux bien. Je veux bien, parce que je vais recevoir également des historiens, je vais recevoir des musiciens, je vais recevoir... Ce qui est important, c'est que dans le cadre de cette émission, on ne parlera pas que de Begin danser seulement, c'est qu'il y a plein de choses autour de la Begin. Il y a des talents à faire découvrir. Il y a des talents de chez nous, comme les couturiers, les bijoutiers, les cuisiniers, parce que j'ai une petite idée depuis ce matin dans ma tête, mais j'en parlerai après. Il y a aussi, quoi d'autre, les associations de danse, il y aura les seniors, il y aura tout ce monde que je vais recevoir, et nous allons apprendre tout ce qui se passe autour de la Begin. On va avoir un extrait de cette émission qui sera diffusée dimanche à partir de 15h sur les antennes de Canal 10. On regarde tout de suite.
Alors Benzo, personnalité incontournable du monde culturel de la Guadeloupe, n'est-ce pas? À ce qui paraît. En l'eau, on peut dire Benzo, c'est un inconditionnel de la Biguine, on met à Biguine. Et c'est vrai ça? Je crois. Voilà, c'est un extrait de cette émission que vous verrez dans son intégralité dimanche à partir de 15h. Et ce sera un rendez-vous hebdomadaire, Madame Kaouna. Un rendez-vous hebdomadaire à partir de dimanche 3. Et puis ça sera jusqu'à... Je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Mais tous les dimanches, toujours 15h. Et oui? Ou un dernier mot, oui. Dernier mot, c'est que bon, c'est tellement court que je ne pourrais pas dire davantage, mais on donne rendez-vous tout simplement aujourd'hui dimanche à 15h. D'accord, bien merci d'être venu. On va passer tout de suite à la lecture, puisque nous avons comme invité Gladys Grégo, qui est l'auteur de cet ouvrage L'homme, la reine des abeilles. Alors Gladys Grégo, bonjour, merci d'être là. En bonjour. Fait, en regardant ce livre qui est destiné à des jeunes enfants, j'ai comme l'impression que vous avez envie de protéger les abeilles, parce que vous savez que le cyclone a beaucoup balayé les abeilles, le dernier cyclone. Tout à fait, malheureusement. Mais en fait, en effet, je suis pour l'objectif, la protection de l'environnement. C'est faire prendre conscience à la population que nous sommes complémentaires avec la nature. C'est-à-dire, si nous ne protégeons pas l'environnement, c'est ne pas nous protéger aussi. Donc, d'où la raison, j'ai écrit L'homme et la reine des abeilles. Oui, alors c'est une petite histoire pour les enfants. Alors, qu'est-ce qui gagne finalement, l'homme ou la reine des abeilles dans le livre? Comment? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui gagne? C'est la reine des abeilles ou l'homme? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Ils sont complémentaires. L'un a besoin de l'autre. Complémentaires, tout à fait. C'est ce que l'abeille, la reine des abeilles est en train de dire à l'homme. D'accord. Alors, je précise que cet ouvrage, il est en 2 tomes. Ça, c'est le tome 1 et il y a un tome 2. Et il y a un tome 2, L'homme et l'apiculteur. Et en plus, vous serez en signature. Je serai en signature à Destreland demain à 15h30, de 15h30 à 18h. D'accord. À la librairie Antillaise. Qui ça, qui a un enfant de 3 ans, voudrait vous poser une question probablement relative à cet ouvrage? Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... le tome 2, exactement, du livre, permet de se documenter sur la relation homme et abeille. En quoi, selon vous, est-ce important à inculquer à nos enfants? Le tome 2, vous avez dit, c'est l'homme et l'abeille. Non, c'est l'homme et l'apiculteur. L'homme et l'apiculteur. Oui, tome 1 qui est l'homme et l'abeille. Tome 1, c'est l'homme et la reine des abeilles. Et la reine des abeilles. Et l'homme 2, l'homme et l'apiculteur. L'homme et l'apiculteur. D'accord. Selon vous, en quoi est-ce important pour nos enfants? Alors, pour nos enfants, c'est très important dans la mesure que l'abeille a un rôle très crucial dans notre environnement. C'est grâce aux abeilles si on a les fruits, les légumes, alors qu'on nous dit de consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes pour notre santé. Alors imaginez l'environnement sans les abeilles, ce sera aussi sans nous. Apparemment, on dit il va nous rester que 4 ans à vivre si les abeilles venaient à disparaître. Alors c'est pour cela que j'ai écrit ce livre illustré pour sensibiliser dès le plus jeune âge sur la protection des abeilles. D'accord. Et depuis quand écrivez-vous? Je commence. Parce qu'autrefois, vous faisiez des jeux, puisque vous étiez venu ici il y a 2 ans présenter un jeu, et là encore, puisque nous sommes à la période de Noël et des cadeaux, vous avez un coffret. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce coffret? Tout à fait. Alors le coffret, en fait, pour compléter les 2 livres, donc c'est un coffret présenté sur un jeu, c'est un jeu de plateau, Sauver les abeilles toujours. Oui. Donc en fait, très simple à jouer. Et les jeux, ce n'est pas uniquement pour les enfants, mais c'est vraiment intergénération. Donc, Madame Kaouna peut jouer aussi. D'accord. Tout à fait. Bon, je lui dirai, elle est là en direct. Alors, le jeu consiste à... C'est un peu comme le jeu de loi, sauf que c'est le jeu des abeilles. Voilà. Oui. C'est un petit peu... Il faut faire le parcours comme le jeu de loi, mais éviter les pesticides. Ce qui nuit les abeilles et ce qui nuit aussi. Tout d'accord. Voilà. Arrivé ici maintenant, on ne joue plus avec les dés, mais on aura des questions, des quiz difficiles et des quiz faciles. Alors, posez-moi une question facile, voir si je vais trouver. Question facile. Oui. Je ne garantis pas, je prends le risque. Allez-y. Quels sont les habitants d'une ruche? Les habitants d'une ruche, alors il y a la reine et puis il y a les ouvrières. Voilà. Il y a 3. Ah, il y a encore? Oui. Ah, la troisième, je ne sais pas. Alors, c'est quoi la troisième? Le bourdon, non? Le bourdon?
le bourdon. Si je dis vrai, contraire de vrai. Faux. Faux. Voilà, faux bourdon. Ah, le faux bourdon. Voilà, bourdon. c'est le faux Voilà. bourdon. Voilà. Alors, une Donc, question difficile. c'est la reine, le faux bourdon et les ouvrières. Et les ouvrières, d'accord. Voilà. Bon, alors, une question difficile maintenant. Alors là, Question si je ne trouve pas les Tu faciles... es sûr de vouloir essayer les difficiles? Mais oui, je sais quand même. On est là, on ne peut pas tout savoir, on apprend tous les jours. Hein. Oh là là. Donc, on va chercher question difficile. Je vais te coller là. J'aurai 0. Hein. Tant pis, je prends le risque, je vais échouer là. Bon. En direct. Difficile ou ça a l'air facile. Ça, on va trouver. Elle cherche la plus difficile. Non, pas plus difficile. Franchement. Je donne. Quand même, c'est facile, ça. Ah bon, d'accord. Lorsque l'abeille va butiner une autre fleur, elle dépose un peu de pollen, permettant ainsi de féconder les fleurs. Comment s'appelle cette action? Polliniser. Pollinisation. Voilà, tout à fait. Oui, j'ai trouvé. Que ça n'a rien trouvé. Bon, d'accord. Je crois que j'aurais eu 0. Mais les questions étaient pour toi. Oui, La question était pour toi. Madame K, on a répondu en même temps que moi. Merci. Une question pour Keïssa. On va voir si elle va trouver. Allez. Facile, très facile pour elle. Très facile. Oui. Non, facile, pas difficile. Elle ne pourra pas plus difficile pour l'instant. On lui donne une facile, très facile. D'accord. On y va. Oh, ça c'est difficile ça. Non, donne-lui une facile. Non. Oui, très facile. Hein? Ouais. On veut qu'elle gagne. Comment s'appelle l'habit de l'apiculteur? Oh là là. Je donne A, une barboteuse, B, une écailleuse, C, une vareuse. Non, c'est la barboteuse. Une barboteuse. Une vareuse. C'est une vareuse. Vous avez 2-0. Avec le... Oui, avec le masque et tout. Bon, en tout cas, ce jeu, il est disponible déjà en librairie. Disponible déjà en librairie, Jouer Club aussi. D'accord. Et donc, en fait, vous pouvez aussi m'appeler au 06 90 85 71 02 01. J'ai même pas eu le temps de noter, c'est tout rapide. 85 71 01. 71 01. Voilà. Bien, Gladys, vous remercie d'être venu nous dire tout ça. Merci. Je rappelle donc signature demain à la librairie Jazor. À la librairie Jazor. Oui. Et à partir de 15h jusqu'à 18h. Venez nombreux. Il est important de protéger les abeilles. Protéger les abeilles, c'est aussi vous protéger. Tout à fait. Et je vais offrir cet ouvrage à Keïssa, comme ça il va apprendre les abeilles. Et quand vous reviendrez l'année prochaine, il pourra répondre à toutes les questions. On continue, il est exactement 13h44, Keïssa. La suite du journal. Elle rougit. Aujourd'hui, depuis 9h du matin, dans le cadre de la journée de lutte contre le sida, les élèves de l'école de la deuxième chance ont organisé une manifestation au sein de leur établissement. À l'occasion, plusieurs animations étaient proposées, des ateliers, mais aussi des sketchs et surtout un dépistage rapide que chacun des élèves ont pu faire sur place. De quoi dire une bonne initiative en cette journée mondiale de lutte contre le VIH. Des images de Manicor Stanley. C'est quelque chose qui touche pas mal de personnes, on s'en rend pas compte. C'est une maladie qui se voit pas à l'extérieur, mais qui se voit à l'intérieur. Donc on n'est pas forcément informé quand on tombe sur quelqu'un de ce qu'il a, de ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui se transmet assez facilement. Il suffit de ne pas se protéger pour tomber malade. Il suffit de ne pas stériliser des ustensiles médicaux pour tomber malade aussi. Ça s'attrape assez, la contagion est assez facile, donc on a voulu participer et montrer que c'est une cause qui nous touche à cœur et montrer notre implication par rapport à ce combat, parce qu'on peut vivre en ayant le sida, on n'est pas forcément obligé de mourir, mais les personnes qui vivent sont forcément plus faibles et ont besoin d'un accompagnement, ont besoin de faire beaucoup plus attention, peuvent tomber malades à n'importe quel moment, peuvent mourir d'une simple grippe. Donc on a voulu montrer que nous avons une part dans ce combat et on a organisé tout ça en fait. Mais non. Parce que beaucoup de jeunes ne prennent pas de précautions, ne prennent pas en considération tous les risques qu'il y a, parce que non
On tombe malade, mais même si on arrive à vivre, parce qu'il y a des traitements qui sont pourvus à cet effet, parce qu'on contracte le VIH d'abord, le virus immunodéficience humaine, et ensuite, si on ne prend pas le bon traitement, le sida va se développer. Et beaucoup de personnes ne sont pas informées à ce sujet. On peut y vivre, il y a des traitements qui sont faits pour ça, mais on devient plus fragile, nos défenses sont anéanties, on peut mourir d'une simple grippe, on se retrouve à l'hôpital pour un tout ou pour un rien. Donc on est là pour prévenir les jeunes, pour leur dire de faire attention. La boîte de préservatifs la moins chère en pharmacie est de 2 €, donc il n'y a pas de risque à prendre. À l'occasion des 20 ans de l'AMECA, la médiathèque Caraïbe Bettino Lara de Basse-Terre organise une suite d'événements qui auront lieu sur plusieurs jours. Premièrement, le 29 novembre, eut lieu une conférence de Séverine Parent sur le thème des voix en Amérique du Sud. Travailler sa voix, c'est travailler sur soi, sur l'absence du jugement et sur l'acceptation. Et hier était le mois du film documentaire Étoiles de Gilles Elie, dite Kozak. À cet effet, il a été diffusé aux alentours de 18h30. Mois du film documentaire Étoiles, un film réalisé par Gilles Elie, dite Kozak, la maison Garage et France Télévisions Martinique. Écrire les colères du ciel et de la terre, rencontre littéraire avec le romancier Laurent Godet. C'est aujourd'hui le 1er décembre et ce sera à 19h. La rencontre avec Laurent Godet sera précédée à 17h de la projection du film de fiction Citoyen d'honneur réalisé par Gaston Duprat et Marianne Ocon en 2016. Et parlons un petit peu sport. Le centre de remise en forme Espérance Coaching vous invite à leur soirée bien-être qui aura lieu le 6 décembre de 18h à 21h. Il vous sera proposé 3 types de forfaits incluant chacun des diverses activités à des prix cassés pour l'occasion. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler au 06 90 72 19 66 ou encore à laisser un message au Facebook Espérance Coaching. Faites attention puisque les places sont limitées, une collation vous sera offerte. Et puis nous le rappelons, un événement qui commence ce soir à Canal 10, comme vous le disait Danick tout à l'heure, dans le parking juste derrière nous. À 20h30 jusqu'à 22h30, nous aurons le chanté Noël avec le groupe Restant Là. L'animateur sera Harold. Et puis ensuite, à 22h30, nous aurons un Les Roses avec l'animateur Chicanos pendant la manifestation ITW des politiques et partenaires. Et ensuite, samedi, la journée continue à partir de 17h. Quadrille animateur Chicanos. À 18h30, lancement de l'opération Un sourire à Noël, un Noël solitaire. Peggy avec les enfants. À 18h30, on commence avec le lancement de la radio, comme nous vous l'annoncions à chaque émission, C10 FM, avec le président de région. Et ensuite, à 19h, animation Jeff et ses artistes. Ensuite, à 20h, animation Chicanos et ses artistes également, ainsi que Brigitte Zabarel. Et nous terminerons la soirée de samedi avec un chanté Noël avec Idéor. Voilà, alors je vais ajouter que BMAO présente c'est demain soir le 2 dans les jardins de l'hôtel de ville Ville-Opéra. Avec des voix solidaires avec Leïla Brédan, Jean-Loup Pagési et Fabrice Di Falco. Donc si vous aimez la musique de ce type-là, la musique de l'opéra, ce sera l'occasion. Il y a plein de manifestations. Alors je rappelle donc dimanche 3, émission avec Madame de Kaouna, j'ai envie de dire. Moun de Kaouna, oui. Mouna Biguine, 15h dimanche. Oui. Sinon demain après-midi à 15h, signature des 2 ouvrages. Deux ouvrages. De Gladys Grégo. Voilà, oui. À la librairie antillaise d'Estreland, oui. 15h jusqu'à 18h. Et on doit sauver les abeilles avec le jeu qui nous a collés tous. Hein. Le jeu de plateau et le jeu de cartes. On a été collés, c'est ça. Tout à fait. Je pense ça. Bon, mais voilà, un dernier mot, peut-être Keïssa. 2 derniers mots, à vrai tout dire, avant de saluer et de remercier nos partenaires qui nous soutiennent pour la soirée de ce soir et demain. Rappelons que c'est la 8e édition du concours de vulgarisation de recherche des étudiants de l'Université des Antilles. C'est samedi 2 décembre 2017 à 8h30 à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, au 4e étage, à la salle des délibérations. Et on va saluer nos partenaires que je vais citer: Blue Melody School Radio, XLR Wells, Marfret, STPM, Région Guadeloupe, Caloué, Banga, la ville des Abîmes, la ville de BMAO, la ville de Petit-Bourg, Midi Caraïbes, Coreca,
Dirix Group, Social Cash, Damoiseau, Matouba, Restant là, Carukera Assainissement, Transport Louisor, Rome Bologne, Longueteau, le Chapiteau, je ne suis pas une alcoolique, le Chapiteau, Conseil départemental, Française des Elle Jeux encore longue, la liste. et ERPEG. Elle est finie. Merci. Il est 13h51 minutes et on a aussi fini le ZCL. On vous retrouve donc à partir de lundi, toujours avec Keïssa, à partir de 12h30. Et puis on vous a donné tous les rendez-vous pour le week-end. Et je vous rappelle que cet ouvrage qui vient de sortir, Roussikam sur l'origine égyptienne du créole, je vais recevoir son responsable Jean-Luc Divial à partir du 12, 13 et 14 décembre. Il sera en direct avec nous. 3 émissions successives au cours de lesquelles on va dire en créole, donc décatier les livres-là, c'est-à-dire voir tout ce qu'il y a dedans sur le créole. Les gens qui ne parlent jamais créole, eh bien, sauront un petit peu davantage sur le créole, n'est-ce pas? Ça, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Bon appétit si vous êtes encore à table et puis bon week-end. Mais on le rappelle. Oui. On est en direct de C10FM 103 et de RHT 89. Absolument. Il fallait le dire quand même. Salut nos amis Jeff Taylor et nos amis de Radio Attention à KPC. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye et puis à lundi. Savez-vous pas qu'il serait temps que nous soyons aussi sur la FM? C10FM, c'est Radio en nous.